Bon, on a potentiellement un problème qui commence à pointer le bout de son nez. Il s'agit de 2026 et de la nouvelle réglementation technique. Je vous le rappelle, en 2026, on change tout. On aura un nouveau moteur et ça fait des années qu'on en parle déjà. Ça devait être à l'origine fait en 2021, mais comme la F1 a voulu se concentrer sur un règlement châssis pour améliorer les batailles en piste, on a repoussé les futurs moteurs. Et qui dit nouveau moteur dit potentiellement nouveau châssis aussi. Et à la base, c'était pas forcément prévu. Et là, c'est en train de partir un petit peu en sucette parce que les équipes avaient commencé à tester des concepts sur la manière de faire fonctionner le nouveau moteur en simulation. Et c'est pas très beau les résultats. Il semblerait que les pilotes doivent rétrograder à fond en bout de ligne droite pour recharger la batterie avant le freinage. Ou encore, il faudrait que le moteur thermique tourne à fond dans l'épingle du Loves à Monaco pour recharger la partie électrique de la voiture qui serait, elle, en train de faire rouler la voiture. Ça ne marche pas du tout. Alors on en est même arrivé au point où Stefano Domenicali, le patron de la F1, a lâché sa propre opinion personnelle sur le sujet de se séparer potentiellement de l'hybride en 2030. Bref, c'est un joyeux bordel, on fait le point. Aujourd'hui, les Formule 1 sont propulsés par un moteur hybride que l'on appelle plus précisément unité de puissance ou Power Unit vu sa complexité. Vous avez donc un moteur à combustion interne, celui qui marche à l'essence, le fameux V6. On y a aussi greffé un turbo pour améliorer le rendement global de cet ensemble. Et donc on a une partie hybride, on a le MGUK, le MGUH et les batteries, pour faire simple. Le MGUK, c'est la dynamo pour récupérer l'énergie cinétique au moment du freinage sur les roues arrière. Ça sert de frein en plus des disques qu'on a traditionnellement. Et le MGUH, c'est comme le MGUK, mais placé sur l'axe du turbo. Et donc les gaz d'échappement expulsés font tourner la turbine du turbo, jusque-là ok, qui permet de récupérer de l'énergie. Grosso modo, plus tu roules vite, plus tu récupères de l'énergie. C'est pour ça que les feux des F1 clignotent en bout de ligne droite. C'est normalement la récupération du MGUH avant le freinage. Toute cette énergie, on va la transformer en électricité et la mettre dans des batteries parce qu'on va s'en servir pour la redéployer, pour redéployer de la puissance. Sur le MGUK, on va donc donner un coup de pouce aux roues arrière en plus du moteur thermique, c'est comme un deuxième moteur si tu préfères. Et sur le MGUH, en fait, on va s'en servir pour faire continuellement tourner le turbo à grande vitesse. Et donc, comme ça, on va annuler le turbo lag. Globalement, le turbo, il fait un peu méga aspirateur, si tu préfères. Justement, le MGUH a un véritable intérêt technologique pour la course, mais malheureusement, il n'en a aucune, voire très peu, pour la voiture de monsieur tout le monde. Et pour cause, il faut faire tourner le turbo méga vite, donc lui envoyer un max d'air, donc rouler potentiellement méga vite pour charger le MGUH. À 130 sur l'autoroute, il se passe pas grand-chose malheureusement. Bon alors ok, Mercedes voulait mettre des MGUH sur les voitures badgées AMG, mais on parle d'un élément qui fait 4 cm, hein, grosso modo, donc c'est tout petit, et qui améliore la réactivité du turbo et du moteur. Spoiler, ça sert presque à rien. Et du coup, en 2026, le MGUH, ça va dégager. C'est aussi du fait qu'il dégage que Audi a bien voulu venir en Formule 1 notamment. En gros, sur le papier, c'est très simple. Est-ce que tu te souviens, avant 2014, là, on avait des V8 avec le KERS. Grosso modo, on va faire pas loin de la même chose. On va faire V6 turbo, 550 chevaux, avec un méga gros KERS de 470 chevaux. C'est un synonyme pour le MGUK en vrai. Et le tout va faire donc 1000 chevaux. Et si vous avez bien suivi, on est donc pas loin d'un 50-50, partie thermique, partie hybride. Bon alors il y a quand même quelques petites subtilités évidemment. On triple la puissance du MGUK par rapport à aujourd'hui. On est globalement sur un moteur de Formule E, il me semble. L'essence sera 100% durable, produite à base de la biomasse non alimentaire, de déchets ou même de capture de CO2 dans l'atmosphère, donc plutôt stylé. C'est l'un des plus gros challenges parce que ce carburant là, en fait, ne va pas du tout réagir de la même manière et donc il va falloir retravailler toute la combustion. Comment il fait boom, si tu préfères, dans les cylindres et comment on peut en tirer le maximum d'énergie. Surtout que les F1 vont partir avec 70 kg de carburant et non plus 100 comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il y a un méga boulot à faire sur la combustion, c'est titanesque. Alors par saison, les pilotes auront seulement droit à 3 Power Units. Bon courage, les pénalités vont pleuvoir pour notre plus grand bonheur, MDR. Et il y aura un budget plafonné pour les motoristes, histoire que ça parte pas dans tous les sens à grands coups de milliards. Et comme pour la partie soufflerie, pour la partie châssis aéro, vous savez, où on limite les tests, ce sera aussi limité sur les bancs d'essai pour les moteurs. Voilà, c'est simple.
avec les moteurs V8 et le Kers à l'ancienne et les moteurs hybrides actuels, en fait la partie électrique est assez minoritaire. Celui qui fait vraiment tout le boulot, c'était soit le V8 soit le V6 aujourd'hui. À première vue, le Power Unit 2026 va devoir faire beaucoup de recharge sur les freinages pour redéployer tout ça en accélération. Et c'est là où ça coince un peu parce que les circuits, eux, ils n'ont pas changé. Des circuits comme Monza, Silverstone ou même Las Vegas pour le coup, avec quelques gros freinages, mais surtout beaucoup de pleine charge de ligne droite et donc où on est longtemps sur l'accélérateur, ça risque d'être un petit peu plus galère. Là, on pourrait se retrouver avec quelque chose comme l'Audi du Dakar, vous savez, où on a un moteur thermique qui sert de générateur pour le moteur électrique. C'est en tout cas ce que disait Adrian Newey concernant l'épingle du Loves à Monaco notamment. Alors pareil, Max Verstappen l'année dernière faisait état qu'il fallait rétrograder à pleine vitesse en bout de ligne droite pour faire de la récupération d'énergie. Et ça pourrait conduire à des situations de pilotage pas naturelles qui pourraient rendre la course assez erratique. Le fameux mot erratique, tu vois. Bon alors pas de panique, la FIA a commencé à mettre tout un tas de règles sur le déploiement de l'énergie et à quel moment tu as le droit de déployer globalement ta batterie entre guillemets pour éviter les deux cas que l'on vient de citer notamment et que ça puisse être suffisamment linéaire entre guillemets pour que ça reste naturel à la vue et au son pour tout le monde. Alors le problème, c'est juste chiant à comprendre en fait et au lieu de simplifier la lecture d'une utilisation d'un moteur, la FIA vient de la rendre extrêmement complexe. Je vous fais un petit peu la chose un peu courte, je vais vous épargner le fait de parler en kilowatts, on va parler en chevaux pour essayer de simplifier un truc. Bref, on y va. Alors, obligation de délivrer 275 chevaux pour la première seconde où le pilote accélère à fond. Le déploiement maximum va commencer à décroître à partir de 280 km/h, puis tombera à 0 à 345 km/h, sauf si on se trouve en override. Alors, c'est le mode overtake des voitures d'aujourd'hui, vous savez, le bouton pour envoyer toute la sauce quand tu es en bataille. À ce moment-là, on va déployer à fond toute la puissance jusqu'à 335 km/h, puis ça diminuera fortement pour ensuite atteindre 0 à 345 il me semble. Bon, il y a encore des ajustements à faire sur ces règles-là à établir du côté de la FIA parce que ça bosse en même temps sur le nouveau châssis, donc c'est pas encore tout figé dans le marbre. Alors en fonction des circuits, on pourra déployer plus ou moins d'énergie, comme pour Silverstone ou Monza. On pourra moins déployer pour éviter que le moteur thermique passe plus de temps à recharger les batteries comme un groupe électrogène si tu préfères. Donc le fait de rétrograder en bout de ligne droite comme on a vu avec Verstappen. Pareil sur certains circuits, les voitures devront déployer un minimum d'énergie par tour dans les phases où le pilote sera à fond sur l'accélérateur. Et ce minimum va varier bien évidemment en fonction des circuits. Il y aura aussi une histoire avec le débit de carburant, du genre limiter ce débit au-dessus de 60% de gaz mis par le pilote. La FIA aura des sondes un petit peu partout histoire de regarder ce que fait chaque pilote, etc. Bon, en vrai, suffit d'apprendre un petit peu toutes ces nouvelles règles entre guillemets, d'avoir ça en tête. Il n'y a rien de surhumain, mais en fait... C'est chiant, hein? Et je suis même pas certain que ce soit intéressant pour tout le monde. Sauf qu'avec tout ça, faut aider un peu le moteur, notamment avec le châssis et l'aéro. Et de ce côté-là, il y a aussi pas mal de changements. Bon, vu la manière d'utiliser le Power Unit qui est un bordel sans nom, mais on s'y habituera, faut forcément revoir un peu l'aéro. Et dans tout ça, il y a une bonne nouvelle. Les voitures seront 15 cm plus courtes et 10 cm moins larges, donc le tout sera un petit peu plus agile. On aura aussi des pneus moins larges, donc on va avoir un peu moins de grip, ce qui est pas plus mal. On verra peut-être les voitures un peu plus dansées comme c'était le cas dans le début des années 2010. C'était léger, il y avait de l'appui, mais ça pouvait facilement perdre l'arrière. On pouvait jouer avec, bref, c'était assez beau à voir. Justement, pour aller dans ce sens, le poids. Là aussi, des voitures plus légères, on en demande depuis à peu près Mathusalem. On devrait la voir enfin arriver, cette voiture plus légère, réduction de 40 à 50 kg sur le châssis. Alors je sais pas vraiment ce que ça va donner parce que la réglementation prévoit un alourdissement des Power Units situé entre plus 30 et plus 40 kg. Donc au mieux, on perdrait 10 kg sur le total, si tu veux, sur la balance. Donc c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça à prendre. Et enfin, on va parler d'aérodynamique active. Alors, bon, on va garder l'équivalent du DRS comme on le connaît aujourd'hui. L'aile arrière va toujours a priori avoir soit un flap qui va s'ouvrir, soit un système pour réduire la traînée, soit toute l'aile qui bascule, je sais pas. Sauf qu'avec le retour que les équipes ont eu en simu, il semblerait que ce soit trop déchargé sur l'arrière, ce qui rend la voiture très nerveuse au point de faire des têtes à queue en pleine ligne droite. Et donc pour contrebalancer ce gros DRS, tu préfères, l'aile
l'aile avant sera aussi un élément aérodynamique actif pour permettre de rééquilibrer la voiture lorsque le DRS sera actif. Et comme on le connaît aujourd'hui, ces éléments pourront être utilisés dans certaines conditions et dans certaines zones du circuit. Donc nous, on n'est a priori pas sur un j'active mes ailerons avant et arrière en ligne droite, je les ferme pour les virages et tout le monde se neutralise en quelque sorte. Bien que je vous l'avoue, j'ai pas encore tout capté, car tout n'est pas encore finalisé, mais ça fait un truc de plus à encaisser pour comprendre ce que l'on a sous nos yeux. Cette nouvelle réglementation technique du châssis doit être publiée en juin de cette année, donc à ce moment-là, on sera vraiment fixé sur les tenants et les aboutissants de cette nouvelle réglementation. Autant la partie châssis, on se dirige plutôt dans la bonne direction avec des voitures plus petites et plus agiles, même si on est encore loin de la fin des années 2000 par exemple, mais c'est un premier pas que je prends volontiers d'un point de vue sportif. En revanche, la complexité du moteur et de son utilisation m'effraie un peu aujourd'hui. J'avoue avoir du mal à comprendre pourquoi on veut tant faire un power unit 50-50. D'un point de vue technologique, j'arrive pas encore à comprendre ce que ça apporte en fait à la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, à part améliorer l'hybride qu'on a déjà sur nos routes. En revanche, le carburant propre, c'est un très grand oui. D'un point de vue technologique, top. Et comme le disait Stefano Domenicali, si le carburant fonctionne bien, pourquoi ne pas se débarrasser de l'hybride en 2030 et revenir à un V8 avec un carburant 100% durable ? Par exemple, genre V10, V12, on s'en fout. Alors, c'est sa réflexion personnelle, mais ça en dit long sur l'intérêt du règlement 2026 quand on pense déjà à tout rechanger 4 ans plus tard. Là où je vous rejoins sur vos réflexions MotoGP vs F1, comme on l'a fait dans la vidéo précédente, c'est que l'on voit et on comprend comment le pilote agit sur sa machine en MotoGP. C'est le pilote qui fait la diff. En F1, c'est du réglage de partout, des radios avec des plans, des stratégies, etc. Et quand on a la chance de voir du pilotage, on est dans un tribunal une fois sur deux à s'engueuler. Je sais même plus si on se prenait autant la tête avant en F1, car on a toujours eu un sport d'ingénieur, qu'on le veuille ou non. C'est toujours la meilleure voiture qui a fait gagner le pilote, à quelques exceptions près. Voilà. Et de mon côté, en fait, moi, j'ai toujours été éduqué, entre guillemets, à cette manière de voir la F1. Donc ça me choque pas, si tu préfères. Sauf qu'aujourd'hui, et vous me le dites en commentaire régulièrement, et je le vois aussi dans mon entourage, il y a une réelle frustration de voir que la voiture fait beaucoup, voire beaucoup trop dans la performance. Et en fait, on vend la F1 comme un championnat de pilotes, et donc, a priori, c'est plutôt faux. Beaucoup se fichent de savoir combien de titres ont remporté Red Bull ou Mercedes, mais on veut savoir quel pilote prendra le trophée à la fin de la saison. Et ce qui est le plus terrible, je trouve, c'est que au WEC, c'est la voiture qui est la star et non pas le pilote. Et ce championnat est aujourd'hui grandement plébiscité par les constructeurs, par aussi le public d'ailleurs, car c'est une belle vitrine marketing et technologique aussi pour plein de raisons différentes. Et justement, les audiences grimpent en flèche. Si on a une catégorie qui peut mettre en valeur des nouvelles technologies qu'on verra peut-être sur la route, parce qu'on les éprouve notamment sur 24 heures de course, c'est bien le WEC. Et pourtant, ça se bagarre comme jamais, comme si c'était une course de vitesse et pas une course d'endurance, pour notre plus grand bonheur. Donc en fait, le laboratoire technologique que représente le sport auto, que ce soit la F1, le WEC, etc., n'a plus autant de progrès à faire sur la performance ou la sécurité par rapport au début de l'automobile. On arrive en fait, si vous voulez, sur un plateau en termes de croissance sur de la performance même ou de la sécurité. Et le progrès technologique est désormais dicté non pas par des trouvailles d'ingénieurs pour un gain de performance en piste, mais beaucoup plus dicté par les instances organisationnelles. C'est la FIA qui impose par exemple de faire un carburant 100% durable pour 2026. Et derrière, c'est aux écuries et leurs partenaires pétroliers de résoudre le problème et de faire le meilleur produit parce que faut bien gagner. Donc en fait, aujourd'hui, le cœur de métier de la course automobile, c'est pas tant le progrès technique, mais plutôt la course en elle-même, et c'est ce que les gens veulent voir. En revanche, le sport auto doit conserver son statut de laboratoire par les instances qui obligent à performer tout aussi bien, voire mieux, mais de manière plus efficiente pour un potentiel transfert vers la route. Alors du coup, est-ce que l'on va dans la bonne direction en 2026 ? Aujourd'hui, pas spécialement, du moins je trouve ça pas sexy pour le moment, mais c'est probablement un passage obligé avant que la F1 se rende compte enfin que c'est un sport avant tout et que la technologie, faut que ça vienne par la FIA, etc. Ouais. Peut-être que c'est ça, vous me direz en commentaire.